C'est donc de la fenêtre de son bureau que Sylvanus Olympio va apercevoir ce groupe de putschistes qui vient de rentrer dans sa cour après avoir neutralisé les 2 gardes en faction devant la grille et qui s'apprêtent à l'arrêter. Après avoir rapidement mis en sécurité sa famille, c'est-à-dire sa femme et les nièces qui couchent chez lui ce soir-là dans une salle en retrait, il va enjamber le mur qui sépare sa résidence de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le 13 janvier 1963 marque un tournant décisif dans l'histoire du Togo. Ce jour-là, le premier président élu démocratiquement, Sylvanus Olympio, est brutalement assassiné dans les rues de Lomé. Au-delà du choc immédiat, cet événement soulève des questions complexes. Qu'est-ce qui a conduit à cette tragédie? Et surtout, quelles en sont les répercussions à long terme pour le pays et la région ouest africaine tout entière? Chers amis, avant de vous laisser sur ce documentaire percutant et des plus révoltants, situons-nous un peu dans le contexte. Les années 60 sont une période tumultueuse en Afrique. Plusieurs nations, tout juste indépendantes, peinent à trouver leur stabilité. Sylvanus Olympio, leader charismatique, est alors vu comme le père de l'indépendance togolaise. Cependant, sa vision d'une politique économiquement autonome et d'une rupture avec l'influence française ne fait pas l'unanimité. Cela suscite des mécontentements au sein de l'élite militaire, formée principalement par l'armée coloniale française. En toile de fond, on retrouve également la montée des tensions géopolitiques, la guerre froide, les influences de l'ancienne puissance coloniale et les ambitions des États-Unis en Afrique de l'Ouest. Olympio avait-il des ennemis dans les hautes sphères internationales? Son désir de se détacher du franc CFA en faveur d'une monnaie nationale a-t-il scellé sa mort? Quelles sont alors les circonstances de son assassinat? Il s'identifie au pays, il sait dire non quand il pense que l'intérêt supérieur du pays l'exige, raison pour laquelle il sera en difficulté avec pas une armée togolaise, mais une compagnie d'à peu près 250 personnes. Oui, mais l'armée était presque insignifiante à l'époque. Tout à fait insignifiante. Que des forces de sécurité, à savoir police, gendarmerie, garde togolaise, existent pour assurer la sécurité intérieure du pays, c'est exact. Mais en 1963, il y avait toute une petite compagnie de 250 hommes contrôlés, encadrés par des Français. Et je vous dirais même que celui qu'on peut appeler le patron de cette armée-là, le gendarme français Georges Métrier, était mis à la disposition du gouvernement français, du président Olympio, par la France. Et c'est lui qui dirigeait en même temps le cabinet militaire du chef de l'État et assumait le rôle de chef d'état-major. Le 16 mars 1962, quand on signait les accords d'Évian, le président Olympio était à l'époque à l'hôtel Crillon en route pour l'Amérique. Il avait dit à son beau-fils, Éric Ammerding, c'est une très bonne chose, mais je crains fort que l'ancienne puissance coloniale n'utilise ces soldats démobilisés pour déstabiliser les nouveaux États indépendants en Afrique. Au milieu de ces soldats de la coloniale qui désirent être intégrés dans l'armée nationale togolaise, un certain sergent-chef Étienne Yadema, très actif, très pressant, l'historien attouché à Bobli, raconte. Il était rentré d'Algérie en septembre 1962 et comme certains démobilisés d'Algérie, il tenait à être intégré dans l'armée pour pouvoir survivre. Et le chef de l'État, qui avait, disons, un mépris pour la chose militaire, qui pensait que le Togo de l'époque n'avait pas besoin d'une armée, face à un Ghana nettement plus puissant qui en avait les moyens, face à un Nigeria dans la région, ne voulait pas intégrer tous les soldats que la France avait démobilisés. Samedi 12 janvier 1961, il règne une certaine tension à Lomé. Le président Sylvanus Olympio, qui devait assister à l'inauguration du centre culturel français, s'est décommandé au dernier moment. Une énième excuse en un an qui montre bien le climat de méfiance qui règne entre le chef de l'État et l'ambassadeur de France au Togo, Henri Mazoyer. Sylvanus Olympio s'emploie à marquer son indépendance vis-à-vis de la France en n'accédant pas souvent à ses demandes, fussent-elles protocolaires. La défiance est telle que l'Institut Goethe
a été inauguré avant le centre culturel français, aux grandes dames de l'ambassadeur Mazoyer, habitué dans les anciennes colonies françaises d'Afrique à beaucoup plus de prévenance. Mais dans l'ambiance délétère qui règne dans la capitale togolaise, l'on attribue ce report du président à la peur. Une rumeur selon laquelle des militaires s'apprêtent à l'arrêter ou en tout cas à le renverser court depuis quelque temps. Il s'agit de soldats togolais qui combattaient depuis 1953 dans l'armée française et qui souhaitent être reversés dans celle de leur pays, comme leurs frères d'armes des autres colonies françaises nouvellement indépendantes. Ils sont en réalité quelques centaines de démobilisés. Il faut dire que dans tous les autres pays, ils ont été reçus sans aucune difficulté par les nouveaux régimes. Seuls donc le Togo et la Guinée de Sékou Touré refusent de les intégrer. Ces derniers vont même carrément prendre des mesures pour empêcher leur retour. Ces soldats guinéens baptisés démi-soldes vont finalement être accueillis au Sénégal. Au Togo, le président Sylvanus Olympio est moins brutal, mais reste ferme. Il estime que ces soldats qui ont reçu de maigres pécules de l'ancienne tutelle doivent les investir dans des activités productrices. Pour lui, pas question de les intégrer dans son armée. Les négociations menées par l'ambassadeur de France ne vont rien changer à sa décision. Ce qui n'est pas pour calmer ces soldats pour qui c'est d'abord une question de survie. Ce soir du dimanche 13 janvier 1963, le président Sylvanus Olympio travaille sur le discours qu'il doit prononcer lors du voyage qu'il va effectuer en début de semaine au Libéria où il a été invité par le président Tubman. Il est question justement de mettre au point le projet de texte de la charte constitutive de l'Organisation de l'Unité africaine dont la rédaction lui a été confiée par le groupe de Monrovia, sorte de club des chefs d'État modéré par opposition aux radicaux dits de Casablanca. Au mois de juin, nous avons assisté à une seconde conférence de Lagos. Cette conférence, qui devait réunir les ministres des Affaires étrangères de tous les pays indépendants d'Afrique, était chargée d'étudier les projets des chartes de l'Organisation interafricaine et malgache présentée en janvier dernier. Une charte remaniée est maintenant proposée et nous avons bon espoir qu'elle sera approuvée par la prochaine conférence d'Addis Abeba qui groupera, nous l'espérons, tous les chefs d'État africains. Alors que Sylvanus Olympio travaille donc sur son texte, sur son projet de texte de charte, son attention est attirée par une vive discussion inhabituelle entre des gardes en faction devant la grille de sa villa et une dizaine de militaires en tenue de combat. Il aperçoit cette scène de la fenêtre de son bureau situé au premier étage. Les sentinelles vont rapidement être neutralisées. De son bureau du premier étage, justement, Sylvanus Olympio, qui a compris ce qui se passe, va se précipiter vers la pièce où se trouve son épouse Dina et les nièces qui ce soir-là sont chez lui. Il leur demande de se mettre à l'abri. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, les soldats qui ont envahi la villa tirent sur la maison. Mais Olympio, profitant de la confusion et de la désorganisation qui accompagne cette attaque, va descendre par le jardin arrière et escalader le mur de séparation avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il tente ensuite d'ouvrir les bureaux de l'ambassade, mais ils sont fermés. À ce moment, il aperçoit dans la cour de la chancellerie une voiture garée. Il s'y précipite. Dans le calme, il s'y cache plié en deux sur la banquette arrière. Pendant ce temps, les putschistes fouillent la villa de fond en comble. Son épouse, qu'ils interrogent, leur fait comprendre qu'il n'est pas là et qu'elle ne sait pas où il se trouve. De l'autre côté du mur, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Léon Poulada, qui a été tiré de son sommeil par la fusillade, décide de se rendre sur les lieux des affrontements. En passant à proximité de la voiture en stationnement dans la cour, il entend Sylvanus Olympio l'interpeller. Il lui raconte ce qui se passe. « Monsieur le Président, ne bougez pas, je vais chercher les clés. Dans moins d'une demi-heure, vous serez à l'abri. » L'ambassadeur le laisse sur place et retourne dans l'enceinte du bâtiment de la représentation américaine. De l'autre côté du mur, les soldats semblent un peu désemparés. Ils n'ont pas pu arrêter Sylvanus Olympio qui leur a filé entre les doigts, sans laisser de traces. Ils sont donc obligés de retourner au camp militaire de Tocoin qu'ils avaient conquis quelque temps avant l'opération. Mais en ville, d'autres putschistes vont remplir la mission qui leur est assignée, à savoir neutraliser le gouvernement en arrêtant l'ensemble des ministres. Mission accomplie, objectif atteint comme on dit dans l'armée, puisque seuls 2 membres du gouvernement vont échapper à la rafle, celui de l'information et celui de l'intérieur. Mais au camp de Tocoin, le résultat de l'opération n'est pas satisfaisant. À 5 heures du matin, 4 des putschistes décident de se lancer à nouveau à la recherche du président qui leur a échappé. Il est forcément dans le coin, tout près de la villa. Vu comment la zone était quadrillée, il n'a pas pu aller bien loin. Il décide donc de retourner chez lui à la villa.
Cette fois-ci, il faut prendre le temps de le débusquer. Y parviendront-ils? L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique va-t-il arriver à temps pour mettre le président de la République du Togo à l'abri, si sur le plan national le climat est tendu, avec une rumeur de plus en plus précise sur l'imminence d'un coup de force des militaires togolais démobilisés de l'armée française qu'ils refusent obstinément d'intégrer dans celle de leur pays? Sur la scène internationale, il jouit d'un réel prestige, d'un grand respect de ses pairs qui voient en lui un véritable militant de la cause africaine, un panafricaniste convaincu. Nous sommes le 12 janvier 1963 au soir et le président Sylvanus Olympio travaille donc sur son texte, sur son projet de charte constitutive de l'Organisation de l'Unité africaine qui se précise dans un villa de la route d'Annecho. Gilles-Christ Olympio raconte leur arrivée. Ils sont arrivés un petit nombre vers 11 heures du soir. Et tout le monde était au lit à l'époque. Sylvanus Olympio, sa femme et ses petits-neveux, ils ont commencé à tirer sur la maison. Et en même temps, il y a des gens qui sont venus de camps militaires à la rescousse du président. Malheureusement, n'avaient pas les munitions qu'il faut. Donc ils ont été faits prisonniers très rapidement. C'est donc de la fenêtre de son bureau que Sylvanus Olympio va apercevoir ce groupe de putschistes qui vient de rentrer dans sa cour après avoir neutralisé les 2 gardes en faction devant la grille et qui s'apprête à l'arrêter. Après avoir rapidement mis en sécurité sa famille, c'est-à-dire sa femme et les nièces qui couchent chez lui ce soir-là dans une salle en retrait, il va enjamber le mur qui sépare sa résidence de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mais les bureaux de la chancellerie sont fermés. Il se réfugie alors dans un véhicule garé dans la cour. Alerté par les coups de feu qu'ont tirés les putschistes, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Poulada, qui est sorti pour s'enquérir des raisons de la fusillade, est interpellé discrètement par le président Sylvanus Olympio au moment où il passe à côté du véhicule dans lequel il s'est caché. Le chef de l'État lui explique brièvement la situation et le représentant local des États-Unis lui promet d'aller chercher les clés pour le mettre en sécurité dans les bureaux de l'ambassade. De l'autre côté du mur, les putschistes qui n'ont pas pu mettre la main sur le président, déçus, retournent au camp au coin qu'ils avaient conquis quelque temps avant ce coup de force. Mais 4 d'entre eux, qui ne peuvent se résoudre à le laisser ainsi filer, et qui mesurent la gravité de la situation s'ils réussissaient à s'enfuir, reviennent sur les lieux de leur attaque, à la villa de Sylvanus Olympio. Il est 5 heures du matin. Ils sont certains qu'il n'a pas pu aller bien loin puisque le dispositif de quadrillage mis en place ne lui permettait pas de s'échapper. Ces 4 militaires sont Robert Adewi, Janvier Chango, Emmanuel Bojolé et Étienne Yadema. De l'autre côté du mur, le président Sylvanus Olympio, dissimulé dans la voiture garée dans la cour de la représentation américaine, attend toujours le retour de l'ambassadeur qui est allé chercher les clés. Mais cette fois-ci, curieusement, les soldats qui sont revenus vont enjamber rapidement la barrière de l'ambassade et aller extraire le président de la voiture. Qui les a informés sur l'endroit où il se cachait? À cette question, les témoignages diffèrent. Mais une chose revient souvent. L'ambassadeur des États-Unis aurait été intercepté par les putschistes au moment où il retournait à l'ambassade. Et sous la menace, il serait reparti chez lui. Mais une information jamais confirmée et pas vraiment vérifiable dans l'état actuel des choses veut qu'une fois retourné chez lui, il ait appelé son homologue français au téléphone et qu'il lui ait tout raconté, qu'il lui ait même révélé la cache du président. L'ambassadeur de France lui aurait répondu « Ne bougez pas, je m'en occupe ». Ce n'est pas exactement votre version des faits, Gilles-Christ Olympio. Vous avez un autre déroulement des événements, une autre version de l'arrestation de votre père. Ils sont rentrés dans l'ambassade et ils ont trouvé Olympio assis dans une voiture, garée dans la cour de l'ambassade. Mais ils n'ont pas agi. Ils ont téléphoné à l'ambassade de France, monsieur l'ambassadeur Mazoyer, pour demander ce qu'il doit faire. Et c'est ce Mazoyer qui a averti l'ambassadeur des USA. Et l'ambassadeur des USA, M. Poulada, est parti à trouver Olympio. Elle lui a dit d'attendre qu'il allait chercher les clés de la chancellerie. Quoi qu'il en soit, Sylvanus Olympio est sorti de la voiture par les putschistes qui le poussent, les mains en l'air, vers la sortie. Il est quelque peu bousculé parce qu'il n'obéit pas aux ordres des mutins qui lui demandent d'avancer. De la fenêtre de la villa, Dina, l'épouse de Sylvanus Olympio, votre mère, va voir comment il est bousculé par les soldats, Gilles-Christ Olympio. Selon les versions de notre mère, elle a vu Olympio sorti de la voiture par 4 ou 5 de ses militaires et devant l'ambassade des États-Unis, le portail, elle a refusé de marcher. Ils l'ont tué. Après l'avoir tué, ils ont pris son corps et l'ont mis sous le manguier devant l'ambassade. Et puis ils se sont sauvés.
Mais si elle a vu les personnes qui l'ont sorti du véhicule, est-ce qu'elle en a reconnu un? Est-ce qu'elle a vu celui qui lui a tiré dessus? Elle ne connaît aucun des militaires. Et ces militaires n'étaient même pas dans l'armée togolaise. Donc ce n'est pas un coup d'état militaire au sens strict du mot. C'est un crime commis par des gens qui voulaient intégrer l'armée, mais qui ne l'avaient pas encore fait. Elle a couru pour le voir et l'a trouvé mort devant l'ambassade des États-Unis, sous le manguier. Voilà sa version. L'historien a touché à Bobli. Ce qui est certain, c'est que il n'avait pas l'intention d'assassiner le chef de l'État. Il voulait l'amener au camp militaire, le forcer à démissionner, si possible, l'amener à composer afin qu'il puisse se retrouver dans l'armée. Mais l'opération, le coup d'État s'est soldé par la mort du président Sylvanus Olympio. Yadema lui-même a dit à des journalistes, Associated Press et Paris Match, je crois, que Olympio, devant le portail, ne voulait plus avancer. Il lui a envoyé 3 balles dans la poitrine et le bas-ventre. Et comme c'est la tradition en Indochine, il a achevé son travail en lui coupant les veines avec sa baïonnette. Effectivement, le Paris Match de la semaine suivante publie le témoignage de l'adjudant-chef Étienne Yadema qui dit ceci. « Je l'ai descendu parce qu'il ne voulait pas avancer. On en avait assez. Il y avait trop d'injustice. Alors on s'est réunis à une vingtaine et l'on a décidé de changer de gouvernement. Il était 00h30 samedi soir quand on est arrivé devant la maison d'Olympio. Notre idée, c'était juste de le faire prisonnier. Les 2 sentinelles ont dit « Qui va là ?» C'est moi, adjudant-chef Yadema. On vient pour arrêter le président. Il y a eu un petit moment de silence. Entre frères d'armes, j'ai dit « On ne va pas se tirer dessus bêtement. » Vous êtes sûr de pouvoir le prendre? Ont demandé les sentinelles. La maison est cernée. Mais quand on est rentré, Olympio a tiré 2 coups de revolver dans l'escalier et il a sauté par la fenêtre de sa chambre. Il est tombé sur le toit du poulailler et il a filé dans le jardin. Comme tout était gardé, on a décidé d'attendre le jour. Vers 6h du matin, un de mes hommes a entendu claquer la portière d'une voiture. Je me suis approché. C'était Olympio. Il essayait de se cacher entre les coussins et le plancher. Je l'ai fait sortir de là et je lui ai dit de marcher devant. Il a fait quelques mètres jusqu'au portail de l'ambassade d'Amérique. Et là, il a refusé d'avancer. On a discuté. Il s'est mis à m'injurier. Il criait très fort. Le jour se levait et les gens commençaient d'arriver. Ça pouvait faire un incident. Alors, j'ai tiré. Ce matin du 13 janvier donc, Sylvanus Olympio est tué. Les putschistes qui n'avaient pas vraiment prévu ce scénario sont un peu désemparés. Il y a comme un flottement dans la chaîne de commandement. Ils vont aussitôt faire appel à un homme pour prendre le pouvoir. Nicolas Grunitzky, le beau-frère de Sylvanus Olympio qui vivait depuis quelque temps en exil au Dahomey voisin. Monsieur, on vous a convoqué ici ce soir, c'est pour vous donner une idée de la situation actuelle au Togo. Actuellement, le président Grunitzky a accepté de former un gouvernement. Or, nous avons insisté, et M. Grunitzky est d'accord avec nous, que ce gouvernement soit un gouvernement d'union nationale. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs. Le comité insurrectionnel intervient-il dans les pourparlers engagés en vue de la composition du gouvernement? Nous vous avons déclaré que nous étions apolitiques et nous maintenons notre position. Nous sommes apolitiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, mon lieutenant, si votre organisme, le comité insurrectionnel, est appelé à disparaître prochainement pour laisser la place à ce gouvernement provisoire? Dès que le gouvernement provisoire sera en place, le comité insurrectionnel s'occupera uniquement des affaires militaires. Il y a quelques années, pour la préparation de cette série d'émissions, le président Gnassingbé Yadema avait accepté de me recevoir pour me parler un peu de cette période chaude de l'histoire du Togo. Voici ce qu'il m'a répondu lorsque je lui ai posé la question de savoir pourquoi ils avaient décidé de perpétrer ce putsch. Lorsque ça n'allait pas du tout, les prisons étaient remplies. Beaucoup sont partis en exil. La façon dont les prisonniers vivaient dans des cachots. Je vous donne un exemple du maître Santos qui, dans sa prison, il ne savait pas quand il est nuit, quand il est jour. Et lorsqu'il a été libéré, on l'a envoyé à Dakar pour être soigné
Et en 6 mois, il a recouvré, il était pratiquement aveugle. Il a recouvré, n'est-ce pas, sa vue. Mais pourquoi avoir choisi Nicolas Grunitzky pour le remplacer après le putsch? Vous savez que l'armée n'avait aucune ambition politique. Monsieur le chancelier Mivdor, je sais que vous n'étiez pas du même bord que le président à cette époque-là. Mais selon vous, étaient-ce là les seules raisons qui ont poussé l'armée à renverser Olympio? C'est une attitude un peu spéciale, non? C'est ces revendications qui l'ont conduit là, et c'est la première fois que cela se passe dans notre zone d'Afrique. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus que ce qui s'est passé n'était pas une ambition de l'armée de prendre le pouvoir. Et quelles sont, Monsieur le Président, les réelles raisons du choix de la personne même de Nicolas Grunitzky? Nous ne sommes pas des gens régionalistes. Tout simplement, M. Grunitzky était Premier ministre. Et c'est pourquoi l'armée a pensé que, comme il a déjà, n'est-ce pas, été Premier ministre, il fallait lui confier, n'est-ce pas, le pouvoir. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on aura. C'est la seule raison qu'il avait, celui qui a conduit le pays à l'autonomie. Monsieur le Président, à cette époque, il n'y avait personne d'autre que lui qui avait déjà été au pouvoir et qui n'avait pas pu être élu. Le problème, c'est que vous parlez, n'est-ce pas, de 58. Mais il y a eu les élections, n'est-ce pas, en 1958. Mais tout simplement, on sait, quand vous voulez faire quelque chose, il faut en tenir compte, n'est-ce pas, de l'appréciation du peuple. Le président, n'est-ce pas, Grunitzky était l'homme du peuple. Il était très aimé par le peuple. C'était un homme, n'est-ce pas, humain. Un homme, n'est-ce pas, qui ne sait pas créer une place à part, qui n'est pas au-dessus du peuple. Il est issu du peuple et il est avec le peuple. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était mieux pour faire, n'est-ce pas, une politique de réconciliation. Mais ce qui venait d'être renversé, mais il ne pouvait pas faire. Et puis encore, le peuple a eu à les juger, à l'œuvre. Quoi qu'il en soit, Nicolas Grunitzky, qui hérite sans l'avoir demandé du pouvoir, souhaite que les choses soient clarifiées. Il demande donc au comité insurrectionnel qui a perpétré le putsch de s'expliquer d'abord. Il faudra que le comité, parce que quand même, pour nous, un point est capital. Puisque la réaction à travers le monde voudrait faire passer le Togo pour un pays d'assassins. Il faudra que ceux qui ont été les artisans de ce coup d'État l'expliquent devant vous. Quelles sont les conditions qui ont amené la mort du président Sylvanus Olympio? Moi, je suis hors du coup. On m'a appelé avec insistance pour venir prendre en main les affaires. Je suis venu. Mais j'aimerais quand même que tout soit clair devant le monde. Et je demande à nos amis, qui sont les promoteurs du coup d'État, de faire connaître au monde entier les circonstances de la mort de Sylvanus Olympio. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question du président pressenti? On nous traite partout d'assassins. Certains même nous traitent de factieux. Je crois que c'est pas vrai. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée par le président Grunitzky pour vous exposer les faits. D'abord, je tiens à vous dire que l'ex-président Olympio ne s'est pas conduit un homme d'État. Parce que quand le commando qui était chargé d'aller le récupérer est arrivé chez lui, le commando avait reçu des ordres stricts. Prendre le président et l'amener. Actuellement, nous avons ici des ministres qui ont été trouvés avec des pistolets sur eux. Or, ces ministres ne se sont pas servis de leurs armes et il ne leur est rien arrivé. Quand le chef du commando a frappé à la porte du président Olympio, le président Olympio a répliqué en tirant. Le chef du commando a tiré quelques rafales de pistolets mitrailleurs pour faire comprendre au président qu'ils étaient armés et qu'ils étaient décidés. Le président Olympio a sauté par la fenêtre et il est parti. Il s'est caché dans sa cour. Le matin, on l'a récupéré et on lui a dit d'aller s'habiller pour qu'on l'amène ici au camp. Après s'être habillé, le président Olympio, une fois
sur la route, a pris la fuite en direction de l'ambassade d'Amérique. C'est ça qui a provoqué sa mort. Pour vous donc, la mort du président Olympio est une mort accidentelle? C'est une mort accidentelle. En ce mois de janvier 1963, alors que Nicolas Grunitzky s'installe au pouvoir, la famille Olympio prend le chemin de l'exil. Gilles-Christ Olympio, le fils aîné. On est parti plutôt d'Ahomey, devenu le Bénin. Et ma mère s'est installée à Agoué, un village frontalier du Togo. Et c'est d'ailleurs là qu'elle est morte, un an après. Nous tous nous sommes partis au Bénin. Et d'ailleurs, c'est au Bénin que Sylvanus Olympio a été enterré, dans le village d'Agoué. On peut se poser la question, quel est le rôle concret qu'a joué les puissances étrangères dans cet assassinat? Dans cette affaire, le rôle des puissances étrangères reste flou. Le silence de l'ambassade américaine et l'absence des réactions rapides de la France laissent planer un doute sur leur implication ou, du moins, leur complaisance. Les relations internationales dans les années 60 sont complexes et l'assassinat d'Olympio soulève des questions encore non résolues. Quelle part de responsabilité ont les États-Unis et la France dans cet événement tragique? Y a-t-il une volonté discrète mais réelle d'éliminer un leader trop indépendant? Quelles répercussions à long terme? L'assassinat de Sylvanus Olympio plonge le Togo dans une période d'instabilité. Son successeur, Nicolas Grunitzky, est vite écarté du pouvoir, ouvrant la voie à une longue dictature militaire sous Yassingbe Eyadema. Ce changement de régime marque le début d'une ère de répression, mais tout aussi d'indépendance accrue vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'espoir d'une véritable indépendance togolaise semble s'éloigner. Aujourd'hui encore, l'ombre de cette tragédie plane sur la scène politique togolaise. En conclusion, l'histoire de Sylvanus Olympio est celle d'un rêve d'indépendance avorté. Mais c'est aussi un avertissement. Les luttes pour le pouvoir et les influences extérieures ont le pouvoir de bouleverser des nations entières. Alors que le Togo continue de tracer sa route, l'assassinat de son premier président reste un chapitre douloureux, mais crucial dans la compréhension de son passé politique et de son avenir incertain.